Si je les avais pas vus grandir comme je les ai vus grandir, j'aurais eu des regrets. Et même si plusieurs fois je me suis dit, allez, pourquoi tu reprendrais pas les courses? Mais après, je me suis dit, non, je saurais pas, de toute façon, je saurais pas repartir comme ça toutes les semaines et pendant une semaine, 10 jours sans eux, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, c'est ma façon de voir, quoi. C'est pas pour ça que je ne pas du tout la façon de voir des autres, quoi. Bienvenue dans La tête dans le guidon, le podcast qui questionne le cyclisme les mains sur les cocottes. Je me nomme Grégory Yenko et je vous accompagnerai à travers ce podcast destiné à réfléchir sur ce sport. Ma première invitée se nomme Ludivine Henrion, double championne de Belgique sur route, 8e des mondiaux et du Tour des Flandres en 2011. Elle est l'une des grandes cyclistes wallonnes de ces dernières décennies. Retraitée depuis 2012, elle poursuit aujourd'hui une vie de famille avec l'ancien coureur Olivier Kaysen et forme également les jeunes cyclistes wallonnes avec le club de Tigny d'une part et la fédération cycliste de Wallonie-Bruxelles d'autre part. Avec elle, nous évoquons dans ce premier épisode l'évolution du cyclisme féminin, la difficulté de gérer vie de famille et vie sportive, la mise en avant des cyclistes féminines en Wallonie ou encore ses inspirations. La voiture Rodania ouvre désormais ce podcast comme il ouvre les courses cyclistes belges depuis 1954. Bonne écoute. Est-ce que justement, toi qui commentes maintenant les courses sur la RTBF, est-ce que tu as cette impression justement qu'il y a une plus grande visibilité pour le cyclisme féminin, même entre guillemets dans ton entourage, où on se dit tiens, c'est vrai qu'il y a ces courses-là à regarder, ou alors, entre guillemets, ça reste limité comme auparavant Non, je pense qu'il y a une évolution au fur et à mesure des courses. Moi, je l'ai bien vu aussi dans les messages que je recevais. Vraiment, les 2-3 premières courses, j'ai eu aussi les gens que je connaissais, vraiment qui savaient que j'allais commenter la course. Et puis, au fur et à mesure, à partir de la Flèche, par exemple, et de Liège, j'ai vraiment eu des personnes extérieures que je connaissais pas du tout, qui m'ont écrit sur Messenger ou par mail ou autre chose. Et du coup, là, on se rend compte que si, le grand public s'intéresse de plus en plus, et je pense que le bouche à oreille fait aussi beaucoup. Les courses féminines sont souvent très attrayantes. On n'a pas été déçus, je pense, de aucune course. On s'est ennuyé sur aucune course en commentant. Et du coup, oui, si sur le Samin où on a pris l'antenne et Chantal Black avait déjà 3 minutes d'avance. Oui, ça c'est le risque. Et puis c'est une course aussi un petit peu inférieure au niveau, par rapport au niveau, quoi. C'est pas niveau Liège-Bastogne ou la Flèche, donc c'est différent aussi. Mais bon, si je pense qu'il faut continuer, il faut persévérer dans cette direction. Et je dis pas qu'on va arriver aux chiffres des hommes, mais je sais bien que j'ai eu les chiffres du côté Sportza. Je pense que c'était un peu plus d'1 million au niveau des hommes et on était à 700 000 au niveau des femmes, quoi. Donc, allez, il y a une chouette évolution. Ouais, c'est clair. Et au niveau du cyclocross aussi, hein, les courses des femmes en général sont même plus attirantes que. Enfin, maintenant non, parce qu'il n'y a pas Van der Poel qui est encore là. Mais une fois que Van der Poel va revenir dans le circuit, je pense que ça va changer complètement et ça va être tout de suite moins de spectacle. Et que chez les filles, il y a toujours ce spectacle justement qui est assuré. Ça te dirait justement de commenter aussi des cyclocross? Je sais que sur Proximus, ils le font pour le moment, c'est toujours Mathieu Istas et Gérard Bulens, mais de pouvoir commenter des cyclocross féminins. Bon, je pense que, allez, je m'y connais un petit peu parce que, évidemment, je regarde dès que j'ai l'occasion, je regarde. Maintenant, j'en ai pratiqué, mais quand même beaucoup moins que sur la route. Et je suis quand même plus spécialisée sur la route. Je donnerais pas des conseils aussi bons que Gérard Bulens en cyclocross. Il est quand même intouchable de ce côté-là. Mais c'est vrai que sur la route, je pense que c'est un plus au niveau de la RTB parce que moi, alors, avec encore
la bonne moitié du peloton qui roule, je vais dire même les 3/4 des filles qui sont encore devant, j'ai encore roulé avec. Donc, au niveau de la reconnaissance sur le vélo et tout, bah, directement, allez, c'est beaucoup plus facile quand on a roulé avec les filles pour les reconnaître que quand on n'a pas roulé et qu'on arrive dans le milieu comme ça. Hein. Je reviens sur le cas de l'UCI. Comme on en parlait, ils ont essayé de développer le cyclisme féminin un maximum. Il y a aussi des nouvelles règles qui ont été mises en place, notamment pour une certaine protection au niveau du salaire, notamment d'autres équipes qui ont été plus loin en instaurant notamment un congé parental, etc. Est-ce que de ton côté, tu trouves justement que il y a déjà assez qui est fait, ou en tout cas qu'il faut encore une meilleure protection des cyclistes par rapport aux hommes, par rapport à ce que les hommes ont actuellement? Ouais, je pense que oui, il faut encore. Je connais pas exactement les règles au niveau des World Tour et tout ça, mais je pense que le minimum salarial est quand même encore assez bas par rapport aux hommes. Et c'est pas obligatoirement toutes les filles, je pense, de l'équipe World Tour. Je pense qu'il y a un certain nombre, mais non, c'est un certain nombre, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on est encore loin aller chez les hommes. Tout le monde doit être salarié, point. C'est tout, quoi. Mais c'est un bon premier pas. Mais voilà, il faut que les sponsors suivent et il faut pas que toutes les équipes mettent la clé sur le paillasson à cause de ces mesures-là. Donc, faut vraiment aller c'est ce que j'allais rajouter. Notamment, on a vu avec l'équipe Polka récemment où le sponsor. Là, c'était encore un cas où le sponsor avait dit on reste pour 3 ans, et puis finalement, au bout de 3 mois, on se rend compte qu'ils n'ont rien payé, et les filles se retrouvent du coup sans autre salaire et sans autre employé. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est encore, voilà, c'est des garanties. Bon, l'UCI a des garanties, il demande des garanties aussi, donc qui permet de régler une partie du problème. Mais c'est clair que les filles, elles n'ont pas pu terminer la saison sereinement. Et allez, c'est pas comme avant, en fait, personne n'était payé, donc on savait dans quoi on s'engageait. Que maintenant, on compte là-dessus, et puis finalement, on se retrouve sans rien, quoi. Hein. C'est ça. Ouais, il faut vraiment réfléchir à plus avoir des situations comme ça. Bon, maintenant, ça peut arriver partout. Hein. Je pense qu'avec la situation qu'on vit maintenant avec le coronavirus, c'est pas l'idéal non plus. Et ça joue probablement là-dedans aussi. Hein. Justement, pour rebondir là-dessus, comment de ton côté tu en es venu à vouloir faire carrière dans le cyclisme professionnel, entre guillemets, à ce moment-là, on était en 2004, si je me souviens bien, c'est en 2004 que tu as signé ton premier contrat? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, à ce moment-là, le cyclisme féminin, on en parlait un tout petit peu, mais on était encore loin de la médiatisation actuelle. Au niveau wallon, on en parlait parce que il y avait une fille wallonne qui commençait à gagner quand même beaucoup de courses chez les jeunes. Mais voilà, comment est-ce qu'on se dit, voilà, je vais me lancer dans le cyclisme professionnel, alors qu'à ce moment-là, c'était encore assez précaire finalement. Ouais, moi j'ai eu la chance d'être wallonne, je le dis toujours. J'aurais été flamande, j'aurais probablement été dans l'équipe de Top Sport Vlaanderen, donc j'aurais pu en faire mon métier aussi. Mais ici, l'avantage, c'est que au niveau de l'ADEPS, on m'a vraiment laissé grandir et on n'est pas arrivé avec des critères de malade dès la première année. Donc, les critères ont toujours été très objectifs et chaque année devait progresser. Donc, allez, ça, c'était vraiment l'ADEPS c'était grâce à l'ADEPS que je pouvais être professionnel. Ou sinon, si j'avais pas eu l'ADEPS derrière, c'est sûr que j'aurais pas fait carrière et je pense pas que j'aurais pu combiner un boulot avec le vélo. J'avais pas encore assez de caractère pour ça. C'était ça le plus compliqué, entre guillemets, c'était de se dire, si j'arrive pas à ce moment-là d'être professionnel, je dois choisir l'un ou l'autre, entre guillemets. Tu ne voyais pas continuer sur les deux tableaux. Avec le recul, probablement. Maintenant, on ne sait jamais. Hein. J'avais un diplôme de prof de gym, donc en étant prof de gym, on n'a quand même pas un horaire très très chargé par rapport à quelqu'un qui travaille 38 heures semaine. Maintenant, c'est sûr que c'est quand même tout le temps sur ses jambes. On n'a quand même pas autant le côté positif que quand on n'a que ça à faire, évidemment.
Non, je pense que, enfin, je ne saurais pas dire avec le recul, hein, mais Mhm. ça aurait été beaucoup compliqué et il y aurait certainement eu un moment un choix à faire de ce côté-là. Tu parlais du fait que tu avais la chance d'être wallonne, entre guillemets, d'être une des seules à ce moment-là wallonne et de pouvoir grandir grâce à ça. Tu penses pas du coup que tu aurais eu la même chance, peut-être, oui, chez Top Sport Running comme tu expliquais, mais malgré tout, tu as quand même eu des résultats probants. C'est pas comme si je vais dire, tu étais la seule cycliste wallonne et que tu n'avais pas de résultats derrière. Donc, tu penses pas justement que tu aurais pu progresser de la même manière? Ouais, bah, si j'avais, bah, enfin, je sais pas, parce que si j'avais pas eu l'ADEPS, j'aurais jamais pu en faire mon métier et j'aurais dû faire quelque Mhm. chose à côté, quoi. Donc, Mhm. allez, on a acheté une maison un petit peu après et quand on gagne rien à côté des primes qui sont pas grand-chose, Oui, c'est ça. ça devient délicat. On est embêté par le chômage aussi Mhm. ouais, devoir travailler à côté. Bon, il y en a qui l'ont fait, hein. Lisbeth De Vogt travaillait presque 40 heures semaine et a été championne de Belgique aussi, mais faut avoir une certaine, ouais, il faut avoir envie surtout, je pense. Et bon, Lisbeth habitait pas, a habité chez ses parents tout le long de sa carrière, je pense. Ah ouais. Que moi, bah, j'avais en 2007, on a acheté une maison avec Olivier et Mhm. on avait d'autres projets aussi. Et je pense que j'ai toujours vu l'après-vélo aussi. Et, Mhm. et je pense que ça joue aussi sur le fait de comment on gère sa carrière en même temps, quoi. Je comprends. Je reviens justement sur aussi le début de ta carrière où j'ai remarqué en relisant des anciennes interviews où tu avais déjà un site internet Mhm. où tu évoquais justement déjà un peu ta carrière et le cyclisme féminin, etc. C'était quand même rare à l'époque, c'était une manière justement de te médiatiser. Ouais, je pense que bah, c'était pas si rare que ça, à mon avis. Je sais pas. Je pense En que 2004, quand même, c'était pas ouais. forcément. Bah, c'était, ouais, il n'y avait pas Facebook. Et, en tout cas, c'était, je Mhm. sais pas si c'était Facebook à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on arrivait sur Internet. Donc, c'était ma façon. J'ai toujours été beaucoup suivie par de nombreuses personnes et je m'étais dit que c'était la façon aussi avec laquelle ils pouvaient me suivre le mieux, c'était d'avoir un site Internet et de mettre un peu les résultats et les sensations de mes courses et un petit peu Mhm. les résumer, quoi. Et c'est vrai que allez, depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours été bien suivie par les supporters. Je me souviens, lors de ma toute première course là, à 12 ans, j'avais une bonne vingtaine de personnes qui étaient venues m'encourager, quoi. Donc, Ah oui, dès ça fait les plaisir. premières courses, ouais, c'est ça. Et du coup, on l'a vu à ma dernière course aussi, malgré le temps dégueulasse qu'il faisait, il y avait 300-400 personnes présentes. Donc, c'est Mhm. vrai que de ce côté-là, j'ai toujours eu la chance de pouvoir avoir des gens qui me soutiennent derrière. Justement, ton plus grand souvenir cycliste, c'est quel est-il c'est plutôt justement de ta jeunesse ou plutôt dans ta Ah, carrière pro? ça, c'est difficile. Enfin, moi, je pense que vraiment le plus grand souvenir, le plus beau souvenir que j'ai, c'est, enfin, il y en a deux, quoi. C'est quand j'ai été championne de Belgique la dernière fois. Après, Mhm. c'est surtout le déroulement de la course qui fait que bah, je suis vraiment fière de ce résultat-là. Mais vraiment, sur le moment même, les plus grosses émotions que j'ai eues, c'est quand j'ai fait 8e au championnat du monde. Donc, vraiment, passer la ligne allez, si proche de la première sur une telle course, c'était vraiment à Copenhague en 2011 que c'était. Mhm. On se dit, waouh, quoi. Enfin, on y croit à peine finalement qu'on puisse faire un tel résultat sur une telle course. Mhm. Y a-t-il vraiment une personne qui t'a vraiment inspiré durant ta carrière, qui te donnait envie de te surpasser? C'est compliqué. Plus compliqué. Bah, je pense que oui, il y a bah, mon père évidemment parce qu'il a toujours été là du début à la fin. Mhm. Allez, c'est quelqu'un qui a pas toujours fait du bien, mais c'est mon père, quoi. Donc, Ouais, ouais. parce que tous les sportifs comprendront ce que je dis. Il est là derrière et c'est sûr que quand ça allait moins bien, ben, on se faisait un petit peu engueuler. Mhm. Et quand ça allait bien, ben, évidemment, on voyait qu'il était fier. Donc, pour lui, c'est sûr que même si on l'a jamais montré pendant la carrière, on faisait des efforts évidemment
c'est vraiment, je pense, la personne qui a eu vraiment le plus d'influence sur ma carrière. Quand je regarde comme ça avec le recul, évidemment. Et il y a une coureuse aujourd'hui qui entre guillemets, t'impressionne plus encore que d'autres ou une fille qui tu te dis, ouais, ses performances, c'est quand même incroyable. Je sais pas si. Ouais, enfin, quelqu'un que j'ai pu côtoyer, j'ai eu la chance de côtoyer, c'est Marianne Vos. C'est quelqu'un qui a vraiment un palmarès pour moi le plus grand, même si Gianni Longo a fait aussi, elle a un gros palmarès, mais ici, pour moi, c'est différent parce que Vos a vraiment été omniprésente pendant un certain nombre d'années. Et en plus, quand on connaît la personne, on la respecte encore plus parce que c'est quelqu'un vraiment de très humain et vraiment d'exceptionnel. D'ailleurs, elle l'a prouvé en étant là lors de ma dernière course, alors que j'avais fait finalement qu'une saison dans son équipe. Et quand je lui ai demandé, elle a directement dit oui. Et en étant championne du monde et championne olympique, elle demandait même rien pour être au départ, quoi. Donc, c'est ce que j'allais dire, elle avait été juste championne du monde quelques semaines avant. La semaine avant, ouais. Ah ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Donc et elle demandait rien pour être au départ. Donc, on se disait, waouh, elle vient de chez elle et tout. Et elle veut rien, elle demande pas d'argent. Enfin, voilà, quoi. C'est quelqu'un de vraiment super humain et très, très humble comme ça, malgré tout son palmarès qu'elle a derrière elle. Et qui elle continue quand même à performer à un sacré niveau, même si elle fait plus 20 victoires par saison, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'elle arrive encore à montrer. Après ta carrière, tu as donc pris du temps pour ta famille ou avec Olivier Kaysen. Pour toi, faire grandir une famille en plus d'une vie de sportif professionnel, c'était quelque chose de difficile? Moi, je suis quelqu'un de très protectrice, donc avec les enfants. Et enfin, j'ai toujours été. J'ai eu la chance aussi de pouvoir combiner le boulot à la maison et de pouvoir élever mes enfants moi-même. Donc, ils ont jamais dû aller dans la crèche. Donc, vraiment, pendant 7 ans, je les ai eus à la maison. Et je pense que ça, c'est des moments que je regretterai jamais, même si c'est pas toujours évident d'avoir 3 petits monstres sur la fin, là. Mais c'est. Allez. C'était quoi la question? Plus maintenant. C'était compliqué, j'imagine, d'imaginer une carrière cycliste professionnelle avec la vie familiale. Oui, pour moi, oui, parce qu'il y a vraiment avant et après, parce que si on... Allez, il y en a qui le font, hein, qui font un enfant, comme Liliane, là, elle a fait une petite et puis elle est revenue. Mais je trouve que c'est dommage de mélanger les deux parce qu'on rate les meilleurs moments finalement avec les enfants quand on repart toutes les semaines sur les courses. Et c'est sûr, on est là avec eux pendant l'hiver, mais une vie, enfin, ils grandissent tellement vite qu'après, moi j'aurais eu des regrets, c'est sûr que si je les avais pas vus grandir comme je les ai vus grandir, j'aurais eu des regrets. Et même si plusieurs fois je me suis dit, allez, pourquoi tu reprendrais pas les courses? Mais après je me suis dit non, je saurais pas, de toute façon je saurais pas repartir comme ça toutes les semaines et pendant une semaine, 10 jours sans eux, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, c'est ma façon de voir, quoi. Hein. C'est pas pour ça que je pas du tout la façon de voir des autres, quoi. Non, je comprends. Et est-ce que, entre guillemets, on pourrait imaginer ça pour certaines coureuses, c'est de finalement adapter la saison, de par exemple courir pendant 2 mois, puis pouvoir avoir, entre guillemets, je vais dire un congé parental pendant 2 mois, et puis de revenir à l'entraînement et de revenir sur les courses en fin de saison. C'est pas une sorte de quelque chose qui pourrait être mis en place éventuellement? Enfin, ouais, mais maintenant, quand on est enceinte, allez, ça dure 9 mois quand même, et même si... non, je voulais dire après, entre guillemets, quand on a les enfants, qu'on peut les élever, voilà, de pouvoir prendre du temps pour eux, entre guillemets, de prendre... Je disais congé parental, mais c'est plutôt, oui... Ouais, genre pendant les vacances ou quoi, on prendrait 2 mois de congé. Voilà. Ouais, ouais, mais bon, le problème, c'est qu'on rate les meilleures courses, quoi. Hein. Souvent, pendant l'été, c'est aussi des belles courses, donc c'est vraiment un choix. Très je pense que c'est un choix aussi
pense que celles qui l'ont fait, le choix, elles ne regretteront pas. Enfin, en tout cas, j'espère pour elles. Mais si on fait le choix, on le fait entièrement ou pas du tout, quoi. Hein. C'est pas pour reprendre congé. Et puis, c'est aussi difficile de revenir après 2 mois sans rouler alors que les autres sont à bloc. Parce que de tous les côtés, ce serait pas évident de faire de cette façon-là, quoi. Je vais revenir maintenant sur ton travail actuellement, donc avec les jeunes cyclistes wallonnes et cette tentative justement de retrouver un certain vivier de jeunes cyclistes à justement à éduquer et à faire grandir. Comment est-ce que ça a été facile au début de trouver des candidates justement pour cette nouvelle équipe et de trouver ces jeunes à former? Ouais, donc ici, je travaille vraiment sur deux fronts. Hein. Donc, je suis employée par le club d'Ottignies, donc à temps plein. Et là, on s'est toujours occupé d'une équipe d'hommes à un moment continental et plus en club maintenant les dernières années. Et alors, avec ce club-là, on a créé une équipe dames juniors et dames élites. Bon, la majorité, il y en a 22 qui sont inscrites et il y en a 21 dames élites. Donc, on peut dire que c'est une équipe dames élites. Non, en fait, ça n'a pas du tout été compliqué de trouver les filles. Justement, on a été vraiment surpris par l'engouement parce qu'on s'était dit, ouais, on va essayer d'en avoir 15, 20 maximum, mais on pensait compter les juniors avec. Et en fait, on en a 21 élites et on n'a pas dû en refuser, mais bon, c'est possible qu'il y en a encore qui viennent à nous. Et alors, le deuxième front sur lequel je travaille, c'est avec la FCBB. Donc là, la FCBB est venue me rechercher l'année passée, donc début 2019, pour faire quelque chose pour les filles parce qu'ils se rendaient compte que y avait vraiment plus rien au niveau cyclisme féminin en Wallonie. Et là, j'ai repris j'ai refait quelque chose avec les affiliés, quoi. Donc, donc les filles qui étaient affiliées ont eu droit à des séances d'entraînement, des activités. On a fait un team building pendant l'hiver passé. On a fait un petit week-end ici début de l'année. Vraiment, on met en place vraiment quelque chose pour les filles et ça marche bien parce qu'on a vraiment eu une grosse évolution. Enfin, on verra bien les chiffres ici fin d'année, mais on n'a pas doublé, hein, mais on a évolué plus que ce qu'on pensait, quoi. En tout cas, ça c'est certain. Ok. Et l'objectif, c'est, j'imagine, d'attirer de plus en plus de jeunes filles vers ce type d'activité. Oui, on veut élargir la base simplement pour arriver plus facilement au sommet de la pyramide. Ici, on a vraiment besoin de lance de fer. On a eu Julia Grégoire qui est devenue championne de Belgique chez les cadettes ici en septembre, je pense que c'était. Maintenant, c'est une fille qui vient du VTT, donc qui prend encore la priorité sur le VTT. Donc, on ne peut pas vraiment appeler ça faire de lance, mais ça c'est encourageant. Voilà, c'est toujours mieux que rien de toute façon. Et non, Julia, en plus, c'est quelqu'un de très simple aussi. Et donc, c'est vraiment bien de pouvoir la voir de temps en temps parmi nous sur la route et évidemment en VTT, quoi. Et ce projet avec la Fédération Cyclisme Wallonie-Bruxelles, donc tu as des contacts avec les clubs pour essayer de justement voir chez eux, est-ce qu'ils ont des filles qui sont intéressées, qui veulent rouler justement et évoluer un peu plus largement, ou est-ce que c'est toi qui dois faire de la prospection? Non, ici, en fait, ici, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, même si ça évolue. C'est qu'on ne doit pas faire de sélection encore. Hein. On accepte vraiment tout le monde. Donc, au début que je suis arrivée, on m'a donné la liste des licenciés. J'ai contacté tout le monde et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et au début, j'en avais 4-5 qui venaient aux entraînements, aux activités. Et puis, ici, après, quand on a pu reprendre après le Covid, au mois de mai, je pense, par là, directement, j'en avais 10, 15, des fois 20 qui venaient. Donc, c'est encourageant et ça veut dire que mon travail porte quand même ses fruits et que les filles, entre elles, et on voit bien aussi, allez, elles sont toujours contentes, quoi. Et c'est aussi encourageant parce que elles remercient toujours, merci d'avoir passé la journée avec nous, merci pour les conseils.
Et c'est aussi motivant pour moi parce que bah voilà, moi j'ai toujours voulu faire ça. Il y a 8 ans quand j'ai arrêté, j'avais lancé tout un projet. Au début, on m'a pas Mhm. suivi, puis on est venu me rechercher. Et je pense que il y a pas de regret de ce côté-là, quoi, hein. Quand j'entends les dirigeants de la FCBB, ils sont vraiment Mhm. contents du travail effectué. Voilà. Il fallait peut-être entre guillemets que ce soit le bon moment. Malheureusement, parfois c'est pas celui qu'on attend, mais qu'ici, il y a une évolution pour le cyclisme féminin qui est entendue Ouais, c'est enfin sûr. dans d'autres Ouais, c'est sûr. instances. S'ils avaient rien fait à ce moment-ci, je pense qu'on n'aurait jamais rien fait parce que Mhm. le cyclisme, allez, même le sport féminin en général a vraiment le vent en poupe et il faut vraiment Mhm. profiter de cette occasion-là. Les sponsors arrivent aussi beaucoup plus facilement et évidemment, bah, quand on a plus de moyens, c'est toujours plus facile, quoi, hein. Mhm. On parlait des entraînements, etc. On parle souvent justement actuellement de la dangerosité des routes avec justement toutes les adaptations routières avec les coussins berlinois, etc. Mais aussi parfois la dangerosité de certains conducteurs. Est-ce que de ton côté, tu remarques aussi, tu as un peu plus peur sur la route quand tu vas rouler ou quand tu peux amener tes enfants sur la route ou toi tu estimes Ouais. voilà c'est une évolution, mais c'est pas plus dangereux qu'avant, entre guillemets. Non, bah en fait, il y en a aussi qui choisissent leur route, hein. Quand on les voit rouler sans casque sur une grande route nationale où il y a, allez, en pleine heure de pointe, évidemment, allez, c'est pas toujours le bon plan non plus. Nous aussi, on a vraiment de la chance d'habiter dans une belle région où il y a beaucoup de routes en assez bon état et assez calmes. Donc, bah, de temps en temps, évidemment, on croise un cinglé sur la route, mais en général, je dois pas me plaindre de ce côté-là. Maintenant, ouais, Mhm. voilà, avec les enfants, bah, on a la chance d'avoir le Ravel aussi. On a plein de Mhm. petits chemins de remembrement. Donc, enfin, on roule pas non plus quand il fait dégueu, donc d'office, les Ouais, chemins en ouais. général sont propres. Mais c'est sûr que faut choisir ses routes aussi. Et bon, je dis pas qu'on peut pas emprunter les grandes routes, mais il faut vraiment choisir les Mhm. moments et je pense que ça joue aussi beaucoup, hein. Bah non, il y en a qui se sont fait renverser dans les plus petites routes, hein, c'est pas ça, hein, mais bon, Mhm. il y a des fois avec Olivier, on va un côté ou l'autre en voiture et on se dit mais qu'est-ce qu'il fout ici sans casque sur la grande route, il s'est à peine roulé en vélo le cyclo là et il roule aux trois quarts de la route quoi. Enfin voilà, il Ouais. y a des fois on se dit mais oui, mais c'est normal quoi. Mhm. C'est pas toujours la faute de l'automobiliste, même si c'est vrai que bon, c'est pas pour ça qu'il doit gagner 2 minutes et choper quelqu'un, hein. Non, Je non. le cautionne pour ça, mais voilà, il faut vraiment choisir ses moments, ses routes Mhm. et ce sera moins dangereux, c'est sûr. Je revenais là-dessus parce qu'il y en avait certains qui proposaient notamment qu'il y ait notamment des circuits adaptés pour les cyclistes pour leur permettre de s'entraîner, mais entre guillemets en Belgique ça devient compliqué d'imaginer cela. Il y en a qui évoquaient aussi le bike park Tom Dumoulin Ouais, du côté de Sittard-Geleen, mais c'est des projets un peu uniques, je vais dire, par ouais, rapport c'est à ce qu'on peut ça, faire en ouais. Belgique. C'est clair, et puis je crois que c'est aussi des trucs. C'est sûr que pour les petits qui apprennent à rouler et qui commencent, c'est des trucs comme ça qui sont beaucoup plus sécurisants. Mais c'est le pro qui va rouler tous les jours, ou même l'amateur, même le junior qui va rouler tous les jours, il va Mhm. pas aller tous les jours rouler sur ce parcours parce qu'à un moment, ça lasse aussi et on va Clairement. revenir sur les routes. C'est clair que c'est des beaux projets, mais c'est surtout pour les débutants et ceux qui apprennent à rouler. Mhm. Maintenant, ouais, allez, j'utilise beaucoup avec les filles le site à Rochefort parce que le site du Vélodrome de Rochefort parce que c'est vraiment, je trouve ça vraiment un beau site, c'est vraiment toujours au calme et il y a moyen de se garer très facilement. Mhm. Et c'est vrai que j'ai fait 3-4 entraînements là avec les filles en plus de la journée du cyclisme féminin ici que j'ai organisé en octobre. Mhm. Et bah, oui, c'est sûr, mais bon, voilà, une fois j'ai fait une journée complète sur cette piste, ben, l'après-midi, on a été roulé sur la route, quoi. À un moment, on Mhm. peut pas se contenter de rouler sur un circuit de 400 mètres tout le temps. Et c'est un bel outil, mais on peut pas se limiter à ça, quoi. Ouais, je comprends. J'imagine que malgré tout, le Covid, malheureusement, a un peu perturbé aussi les plans du fait qu'il y a plus beaucoup de compétitions qui peuvent se faire
notamment pour les jeunes ou pour, j'allais dire élite sans contrat, mais il y a pas cette catégorie chez les dames, mais en tout cas les catégories amatrices. Ouais. J'imagine que ça aussi, ça perturbe un peu les plans pour la suite et qu'il y a un peu d'incertitude à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr que au niveau des compétitions, c'est pas toujours agréable. Maintenant, ça nous a permis de former un beau groupe justement parce que on a fait beaucoup d'entraînements qu'on n'aurait pas fait s'il y avait rien eu. Finalement, au mois de mai, dès qu'on a pu, on a relancé un entraînement. Je faisais 2-3 entraînements par mois. Du coup, les filles venaient et on a vraiment une bonne ambiance dans ce groupe et du coup, les autres filles qui entendent parler se joignent à nous et ça fait de plus en plus un beau groupe. Et du coup, on va pouvoir travailler de plus en plus spécifiquement aussi parce que là, pour le moment, on est encore obligé de travailler avec tout le monde. Donc, quand j'ai fait une journée à Rochefort d'entraînement, là, on avait pris les toutes petites. Donc, il y avait des petites qui avaient 8-9 ans et il y avait des dames élites dedans, quoi. Donc, j'ai vraiment dû combiner avec tout le monde. Quand on tourne sur la piste, il n'y a pas de problème pour combiner, mais une fois qu'on part sur la route, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, c'est plus compliqué, oui. C'est sûr. on y est arrivé, hein, c'est pas ça. Hein, et on a fait un plus petit tour avec tout le monde, et puis on a refait un deuxième tour avec les moyennes, je vais dire, et puis on a refait encore un troisième tour avec les plus grandes. Donc, et finalement, on a un bon nombre de kilomètres avec une pas trop mauvaise moyenne non plus. Donc, ça fait quand même un bon entraînement malgré tout. Mais c'est clair que si on en avait plusieurs, on pourrait travailler sur plusieurs jours ou une matinée, une après-midi, un truc comme ça. En fin de podcast, je demande justement aux invités une proposition qui pour eux peut faire avancer le cyclisme, qu'il soit féminin, professionnel, amateur, masculin. Justement, pour vous, qu'est-ce qui peut faire avancer le cyclisme à l'avenir? Une proposition qui vous tient à cœur et que tu te dis, voilà, j'aimerais que ça se soit mis en place pour qu'enfin ça puisse évoluer dans le bon sens. Ouais, je vais parler. On va rester dans le domaine du cyclisme féminin puisque c'est quand même mon domaine, mais c'est pas vraiment une nouvelle proposition, mais la télévision doit vraiment continuer ses efforts et diffuser de plus en plus de courses. Je pense que l'UCI maintenant comme une course comme le Giro ne va plus pouvoir être en World Tour l'année prochaine parce qu'ils n'ont pas de diffusion en direct et ça pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut avancer maintenant. Et c'est d'office, ça va attirer beaucoup de sponsors parce que c'est ce que je dis toujours, le cyclisme féminin, en fait, finalement, ils vont avoir quasi la même visibilité à la TV pour un budget vraiment moindre que chez les hommes. Donc ça va être vraiment le bon plan pour investir dans les prochaines années. Merci à Ludivine Henrion pour sa disponibilité, merci à Yann, Franck et Jonathan pour leur appui à la conception de ce premier épisode, et enfin merci à vous pour votre écoute de ce pilote. La tête dans le guidon est amenée à revenir dans un format mensuel avec d'autres invités. Si vous avez des commentaires, des améliorations, des propositions, n'hésitez pas à me les communiquer via Twitter sur @GregYenco, GREGIENCO. Vous pouvez également suivre l'actualité cycliste sur cyclismerevue.be et poursuivre votre découverte de podcasts sur le blueprint.pm. Merci encore pour votre écoute et à bientôt sur Cyclisme Revue et sur Blueprint.